Bonjour à tous les trois, bonjour à tous, bonjour Monseigneur. On sait qui tu es, Rémi, on sait qui tu es avec ton autre casquette, celle de Mille et une fontaines. Yves, William, on t'a vu rapidement ce matin. Tu peux juste nous dire ce que tu fais et qui tu es. Si vous avez envie de vous lever, n'hésitez pas. Mais en tout cas, la parole est à toi. Vas-y. Bonsoir à tous. Alors, si quelqu'un peut mettre du son pour William, ça sera super. Bonsoir. Le micro. Regarde, tu t'approches de moi et tu vas parler. Alors, bonsoir à tous. 1, 2. 1, 2. Bonsoir à tous, je m'appelle Elan William, je suis promoteur d'Algo Drone Holding. Nous sommes fabricants de drones et d'algorithmes au service de la santé, tout simplement. Super rapide. Denis nous disait, il y aura un focus sur l'Afrique. C'est ce moment-là, quand on parle l'Afrique, on en discutait ensemble, c'est pas une Afrique, ça a plein de visages, c'est pas la même chose qu'on soit au Kenya, au Cameroun, etc. Juste avant qu'on rentre dans les initiatives concrètes, si l'un de vous peut nous brosser quelques points clés, quelques enjeux aujourd'hui de l'Afrique ou des Afriques. Ok, je parlerai peut-être dans un premier temps du Sahel, la région que j'ai évoquée tout à l'heure, qui compte justement à peu près 11 pays et tout au sud du Sahara, qui en 2050 comptera à peu près 500 millions d'habitants. La population du Sahel, on la regarde souvent peut-être comme une contrainte sous l'angle des migrations, sous l'angle de l'insécurité, etc. Malheureusement, depuis les 10 dernières années. Mais il faut savoir aussi que c'est une des populations la plus jeune du monde. 60% de la population a aujourd'hui moins de 25 ans. Il y a de grands challenges environnementaux, vous le savez, notamment dans le secteur de l'agriculture, puisque c'est un territoire menacé par la sécheresse. Et aujourd'hui, encore 70% de la population vit de l'agriculture, et en particulier les familles paysannes, et surtout les femmes qui produisent beaucoup pour les populations. Tu me parlais d'agriculture, tu me parlais aussi d'emploi. Oui, alors un autre challenge, comme je le disais, c'est au niveau des jeunes. Demain, qu'est-ce qu'on va faire avec une population qui sera peut-être de 300 millions de jeunes, qui sera à la recherche d'emploi? Est-ce que le numérique est un atout? Nous le pensons, et nous allons peut-être aussi pouvoir en parler plus en détail. William, pour toi, l'enjeu des enjeux quand on parle de l'Afrique ou des Afriques? Alors déjà, j'aime souvent rappeler que l'Afrique n'est pas un pays. Il y a 54 Afriques, il y a 54 pays, d'une rivière à l'autre, d'un pays à l'autre, la réalité change. Alors l'un des principaux enjeux aujourd'hui, c'est l'éducation. C'est l'éducation grâce aux nouvelles technologies, c'est l'éducation parce que c'est cette éducation qui permettra qu'on réduise, qu'on augmente la capacité à offrir des médecins. Aujourd'hui, on a une moyenne d'un médecin pour 5000 habitants dans certains pays. On a 70% des victimes du cancer qui sont dans les pays à revenus intermédiaires ou en voie de développement. Donc les enjeux que l'éducation peut adresser tout de suite sont immenses. Juste à l'instant, Leïla nous disait il y a des initiatives qui marchent, des initiatives qui existent, qui ne sont pas juste des expérimentations. Vous en êtes tous les trois la preuve. Expliquez-nous comment on peut mettre un nouveau modèle en place. Je ne sais plus lequel de vous trois disait le vieux modèle de fundraising est mort. Vous trois, vous avez mis en place des choses qui sont, le mot qui me vient en anglais est sustainable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les modèles que vous avez mis en place? Oui, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Effectivement, le modèle de fundraising historique est mort. Donner de l'argent et même aller aider à creuser un puits, et puis après, quand c'est fini, on s'en va et on souhaite bon courage à la population. Le truc sans sable, c'est mort, ça ne fonctionne pas. Et deuxièmement, tout a un prix. Quand il y a un prix, il y a une valeur. Et par exemple, distribuer de l'eau potable en creusant un puits et la distribuer gratuitement, du coup, les gens ne comprennent pas la valeur. Donc, ils n'y vont pas. Quand on vend de l'eau, alors on le fait via les Mille et une fontaines, à 1 ou 2 centimes, c'est presque rien. Mais c'est des familles qui ont des salaires moyens de 20 à 30 $ par mois. Et en dépensant cette eau-là, du coup, ils dépensent moins d'argent avec les médecins. Et donc, c'est un bénéfice pour la famille, pour leurs enfants. Et le fait de le faire, en plus, dans un modèle de social business, où en fait, donc, cet argent permet de payer l'entrepreneur, permet de payer ses salariés, permet de faire la maintenance du système, est extrêmement positif dans le sens où tous les nouveaux financements qui arrivent, c'est pour faire la croissance, pour créer un nouveau village, créer un nouveau site de production. Là, on va démarrer au Myanmar bientôt. C'est ça, les investissements, ils servent à ça. Mais pour maintenir les opérations actuelles,
elles s'autofinancent. Donc on n'est que sur une logique de croissance et on est dans une logique de fundraising pour cette croissance et on regarde des modèles, c'est ça qui est important maintenant, plutôt d'impact investing pour que les gens qui ont des portefeuilles souhaitent aussi avoir un impact dans le monde dans lequel ils vivent et qui est peut-être un retour sur investissement plus faible, mais en tout cas un très bel impact qui donne un peu de joie, quoi. Merci pour cette joie-là. Rémi, vous avez un autre modèle et qui part des initiatives locales. Tu nous en dis un peu plus ? Oui, je voudrais revenir sur le propos de Lina Hoffman hier soir qui a présenté SOS Sahel. Nourrir une famille qui subit la malnutrition, ça coûte à peu près pour le programme alimentaire mondial $500. Restaurer 1 hectare de terre aujourd'hui, en formant les producteurs, en mettant en place des services aux producteurs qui leur permettent aussi d'avoir accès au marché, de connaître les prix du marché, mais aussi de pouvoir avoir accès à la microfinance, à la banque, par la banque mobile et également à tous les systèmes de formation, coûte moins de $50 aujourd'hui à l'hectare. Et donc, une famille peut vivre pratiquement aujourd'hui sur 1 ou 2 hectares de terre. Donc, il y a une économie d'échelle qui est extrêmement importante et c'est une solution qui est durable. Notre ambition, et je pense que l'enjeu, en tout cas aujourd'hui, on a beaucoup débattu sur les enjeux du futur, c'est réellement de restaurer 20% des terres dégradées au Sahel, c'est-à-dire à peu près 100 millions d'hectares. Ce n'est pas énorme, c'est seulement, ça coûtera à peu près 5 milliards de dollars globalement pour une population qui fait aujourd'hui 300 millions d'habitants. C'est très efficace. Et donc le modèle, il repose sur du service de proximité et de la création d'emplois. Et dans ce sens-là aussi, il y a un secteur émergent, l'énergie solaire notamment, qui peut permettre de la création d'emplois relativement importante. Notre ambition justement dans l'initiative verte pour le Sahel, c'est de créer 30 000 emplois nouveaux pour des jeunes et pour des femmes qui sont sortis de l'école, souvent après le primaire ou le secondaire, et qui seront capables de devenir des distributeurs dans les zones rurales, mais aussi des maintenanciers, aussi des formateurs des agriculteurs. Et donc, aujourd'hui, le numérique réellement doit pouvoir permettre d'accélérer ce développement dont on a aujourd'hui toutes les solutions en main. Et moi, ce qui m'intéressait aussi également, en plus dans le modèle que vous développez, c'est des solutions locales que vous prenez. C'est pas on invente une solution qu'on va mettre sur place, c'est vous prenez des solutions locales que vous allez renforcer et diffuser, et c'est fait par eux, pour eux, avec eux. C'est le but des académies solaires et du savoir, de pouvoir réellement capitaliser sur toutes les solutions locales qui existent dans les différentes régions. Il y a eu au Niger, actuellement, on a restauré déjà 7 millions d'hectares de terre. Pas nous seuls, hein, mais les producteurs ont restauré 7 millions d'hectares. Aujourd'hui, on est dans le sens inverse, le Niger reverdit. Mais on peut aller beaucoup plus vite en travaillant justement sur ces solutions locales. Merci Rémi. Et alors, William, tu nous avais dit un truc qui était... je pense qu'il y a trop de fonds qui sont donnés. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ma vision de la réalité entrepreneuriale, parce qu'il y a un rapport qui dit qu'il y a plus de 550 millions qui ont été investis dans les startups africaines en 2017. Et je disais, ce rapport, il est au mieux discutable. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a parfois trop de fonds. Et l'enjeu n'est pas de mettre plus de capital, c'est de mettre mieux. Il ne faut pas augmenter les montants qui sont mis à disposition des jeunes entrepreneurs, il faut les adresser de la bonne façon et vers les bonnes personnes. Donc ce que nous avons fait, c'est créer une communauté, parce que ce sont les communautés qui sont le levier du développement. Aujourd'hui, grâce à notre communauté, c'est plus de 10 000 développeurs, c'est plus de 2 000 jeunes formés, sur fonds propres, sans sponsors, sans partenaires, juste des entrepreneurs africains qui aident d'autres entrepreneurs africains. Parce que je suis convaincu que le développement ne peut se faire que s'il est fait de manière inclusive. Nous devons nous-mêmes être les acteurs de notre changement. Et aujourd'hui, au-delà de ça, il faut comprendre aussi la réalité du capital. C'est-à-dire les montants ces jeunes, on a fait une étude sur 2 ans. 2 ans pendant lesquels nous avons interviewé des centaines de porteurs de projets et on s'est rendu compte que le besoin en seed investment, en amorçage, il est entre 1 000 et 10 000 $. Pas 100 000, pas 200 000, pas 300 000, pas 400 000. Tout simplement pourquoi ? Parce que dans ces pays, le SMIC, il est de 60 € parfois. Donc il faut ramener l'investissement à la réalité.
Et si on ne parle pas d'argent, on est déconnecté de la réalité. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on est éduqué, lorsqu'on est en bonne santé, il faut à un moment donné du capital, ce coup de pouce. Et au-delà de ça, nous avons décidé de créer un algorithme. Et c'était, on va dire, notre petite annonce de la journée. C'est un algorithme qui a été baptisé Cyclope, qui permet, entre autres, de détecter des maladies. Et ça a été pour nous une surprise, parce que ce n'était pas forcément la démarche initiale. Mais au final, on s'y est intéressé et on s'est rendu compte que pour combler cette carence en médecins, grâce à un algorithme qui fait une vingtaine de lignes, pas plus, sans avoir besoin d'être des grands experts en intelligence artificielle, eh bien, on pouvait détecter des formes de cancer. Cancer du sang, cancer de la peau et bien d'autres. Et l'idée aujourd'hui, c'est de mettre à disposition des plateformes comme celle-là et de vous faire comprendre que des projets comme celui-là ne sont pas des exceptions. Des William, des Algodrone, nous sommes des millions en Afrique et je ne suis là que pour être la voix de ceux qui ne sont pas là. Et qui ont au moins autant d'idées, autant de rêves, autant de talents qui ne demandent qu'à être concrétisés. Et alors, ce que tu me disais, moi, qui m'a un peu fasciné, c'est que ce fameux algorithme qui permet de faire du diagnostic, notamment de cancer, fait combien de lignes ? 20 lignes. 20 lignes l'algorithme. 20 lignes. Et derrière, au final, et beaucoup de technologies open source d'ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de démystifier. On parle beaucoup d'intelligence artificielle comme quelque chose de lointain, d'abstrait. Mais il faut ramener ça à des besoins concrets, à des vies qu'il faut sauver, à des personnes qui ont faim, par exemple la détection de points d'eau, ce que nous allons lancer au Cameroun dès l'année prochaine avec des drones, justement la détection de points d'eau dans notre pays, parce qu'on s'est rendu compte que nos pays parfois ne savent même pas où sont les points d'eau dans leur propre territoire. Donc c'est des usages très concrets et la technologie, les drones ne sont qu'un prétexte. So technology has to be useful. Technology for technology is useless. Technology needs to have a meaning and needs to have an impact in people's lives. J'ai une question également. Denis, tout à l'heure, parlait d'éducation. Et nous, à chaque fois quand on a travaillé ensemble, chaque fois, le mot d'éducation, de formation, voire d'information, c'était à chaque fois au cœur de tous les projets. Rapidement, un petit mot sur justement ces enjeux d'éducation. Tu veux commencer ? Oui, c'est un élément essentiel, en tout cas pour justement mettre à l'échelle le développement. Et puis aujourd'hui, il y a un vrai potentiel en matière, justement, les jeunes sont présents, ils ont déjà l'éducation de base. Et je pense que le fait de former les jeunes aux nouvelles technologies, comme le disait William, déjà c'est beaucoup plus attrayant. On est beaucoup plus intéressé, je pense, pour faire de l'agriculture avec un smartphone qu'avec une daba et peut-être quelques matériels un peu mieux équipés. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, le métier est un métier dégradant, quoi. Et donc, on peut justement, en réhabilitant les connaissances et en réhabilitant les connaissances sur l'environnement, sur toutes les questions sanitaires, etc., la nutrition, réellement aller beaucoup, beaucoup plus vite à partir de l'éducation. Ton point de vue, William ? Et surtout l'exemple dont tu nous avais parlé avec ces fameux codeurs qui s'ignorent. Oui, alors c'est surprenant, mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes développeurs dans toute notre communauté parfois ne savent même pas que LinkedIn existe. Ne savent pas, quand je voyage à travers le monde, on nous dit on manque de développeurs. Moi, je dis venez en Afrique, venez, le talent ne manque pas. J'ai voyagé à travers le monde, j'ai vu ce que les meilleurs développeurs faisaient et quelque chose m'a marqué. Je n'ai rien vu, rien, qui se fait à l'étranger que des jeunes développeurs africains ne peuvent pas faire, rien du tout. Ça veut dire que le talent, il est là. Et ces jeunes ne demandent, comme je vous dis, que des projets, que des initiatives, qu'à être challengés, en fait. Et vous verrez ce qu'ils sont capables de faire. Et tout le challenge, c'est de mettre le bon lien entre Mon challenge aujourd'hui, ceux qui cherchent ici entre des développeurs. C'est ça. Du coup, on a créé un site web pour ça, qui s'appelle Boulot. Qui s'appelle comment ? Boulot. Boulot. Tout simplement. Ouais. On n'a pas cherché loin. Donc, l'idée, c'est vraiment de connecter toutes ces jeunes-là qui cherchent un boulot. Et toutes les entreprises, toutes les personnes à travers le monde qui sont en recherche de talent en disant, voilà, vous avez une passerelle qui est gratuite pour ces jeunes-là. Le message est passé. Ton point de vue ? Formation digitale, ça permet quoi ? Oui, alors dans le cas du social business, avec Milune Fontaine, ce qu'on a vécu, c'est qu'on ne pouvait pas scaler, on ne pouvait pas accélérer le développement parce qu'on n'avait pas assez de gens formés, capables de devenir entrepreneurs dans un village et de servir 3 à 4 000 clients. Et en fait, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on pouvait mettre en place des nouvelles techniques de formation. Je parlais tout à l'heure de roleplay, de jeu. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on pouvait sauter des étapes. C'est-à-dire que quand on démarre from scratch, niveau de compétences assez bas,
Ben, on se pose la question, est-ce que j'ai besoin d'une comptabilité? Non, en fait, dans la comptabilité, on peut automatiser énormément de choses. Donc on n'avait pas à former pour qu'ils deviennent des comptables. On n'avait pas à former sur plein de processus pour exécuter, pour être entrepreneur. Par contre, il fallait les former sur la gestion de l'équipe, sur faire du marketing, pour gérer la relation avec les clients. Et du coup, on a focalisé sur automatiser tout ce qui pouvait être automatisable. Là où en Europe, ben, il va falloir reformer les gens. Là-bas, ce n'est pas le cas. Et on s'est focalisé sur ces formations-là avec des roleplays. Et on a utilisé les technologies, les dernières technologies sur toute la partie automatisation et faciliter leur vie. Et grâce à ça, maintenant, c'est scalable. Donc, et la formation a été essentielle pour qu'on soit maintenant capable de faire la croissance. Et tu me disais également, le digital, ça a permis justement de sauter une étape Oui. par rapport à un process qu'on a réussi. Exactement. Voilà. Alors, on parle beaucoup de digital. Là, vous venez de dire que ça permettait de faire plein de choses. Si on ne se voile pas trop la face, la question tricky, il y a des risques ou des écueils à éviter. Yves, tu vois, le digital, je pense que le risque, et ça c'est de façon plus générale, c'est d'oublier les populations les plus vulnérables. On a tendance à regarder pas forcément ceux pour lesquels il faut plus porter notre attention, et c'est là où il y aura le plus de dégâts si on n'est pas responsable. Donc bien couvrir l'ensemble de la population et démarrer avec les personnes les plus vulnérables. Et tu me parlais aussi de sorte de monter en grade ou monter de version, je ne me souviens plus. Oui, le point c'est que quand on a démarré aujourd'hui, on a mis en place une nouvelle technologie pour des entrepreneurs au bout du monde. Là, c'est au Cambodge. On l'a fait. Maintenant, ces technologies, elles vont constamment évoluer. Et donc, pour les rendre encore plus productives, il va falloir qu'on amène les prochaines versions de ces technologies-là. Et à vrai dire, dans des pays qui ne sont pas connectés, il n'y a pas de 3G, il n'y a rien, et il faut prendre la voiture, il y a 6 heures de route, on n'a pas encore résolu ce problème-là pour, quand on aura déployé à des centaines de milliers d'entrepreneurs, comment on va déployer les nouvelles versions technologiques. Là, c'est un risque, parce que sinon, ils vont devenir obsolètes dans la qualité de l'eau, dans la qualité des services qu'ils fournissent. Merci de me le rappeler. Pas de problème. William, pour toi, le risque, si on ne se dit pas qu'on est dans un monde de bisounours? Bien sûr. Déjà, le risque de connectivité, il est réglé, parce qu'il y a B-Bound qui résout une partie du problème. Mais pour revenir à ce qu'on évoquait, pour moi, le risque, c'est de créer une bulle. C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on crée une bulle qui est hyper connectée, parce que souvent, on confond les statistiques de pénétration du téléphone mobile avec les statistiques de pénétration du smartphone. C'est deux choses quand même très différentes. Donc, il faut bien faire attention à ne pas créer une bulle très élitiste qui profiterait de qui deviendrait une digital nation dans les pays en voie de développement et qui se déconnecterait totalement de la masse populaire qui a encore des besoins. Je pense qu'il y a aussi le risque environnemental auquel qu'il faut traiter dès le départ, notamment les filières de restauration, de récupération, en tout cas des matériels, des équipements. Malheureusement, souvent, on trouve en Afrique beaucoup de matériel de seconde main qui finit là un peu partout, on retrouve dans la brousse. Donc là-dessus, il faut le traiter suffisamment en amont. Et enfin, je pense qu'il y a aussi un point quand même très vertueux que j'aimerais citer, c'est que les producteurs agricoles eux-mêmes peuvent aussi être des fournisseurs de données. Et notamment, on parle à la veille de la COP24 de la compensation carbone, et il y a un vrai potentiel aussi de valorisation des données pour pouvoir mesurer la compensation carbone grâce à la restauration des milieux. Merci beaucoup. On s'arrête sur cette note environnementale. Merci à eux. À très bientôt. Merci. Merci.